Tétrapharmakos, l'émission de Liberté FM en quête du bonheur de la connaissance. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être à l'écoute de ce nouvel épisode de Tétrapharmakos, le podcast qui explore les chemins philosophiques, littéraires et scientifiques pour nourrir l'esprit. Aujourd'hui, nous plongeons dans les profondeurs de la tradition antique, là où les mots voyagent à travers les siècles portés par la voix et le manuscrit, et dont le meilleur représentant n'est autre qu'Homère, l'auteur de l'Iliade et l'Odyssée. Comment les poèmes d'Homère, nés dans une culture de l'oralité au 8e siècle avant notre ère, sont-ils parvenus jusqu'à nous ? Quelles strates, quelles mains, quelles mémoires ont façonné ces récits qui nous paraissent aujourd'hui si familiers, mais qui ont traversé 1000 périls pour survivre. Pour nous en parler, nous recevons Claire Lefeuvre, spécialiste de la philologie grecque et grande connaisseuse d'Homère, pour évoquer un sujet aussi passionnant que mystérieux, la transmission des textes homériques. Avec elle, nous allons parler d'Aède, de rhapsodes, de parchemins, de variantes textuelles, de la mythique bibliothèque d'Alexandrie et de cette lente cristallisation de l'épopée dans l'écriture, un véritable voyage au cœur du patrimoine littéraire grec. Madame Lefeuvre, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes depuis 2013 professeur de linguistique grecque et indo-européenne à Sorbonne Université dans la chaire d'histoire de la langue grecque. Vos domaines de recherche sont la linguistique indo-européenne, la linguistique et philologie grecque, en particulier la langue homérique, et la linguistique diachronique slave, en particulier le vieux russe et le vieux slave. Vous êtes co-responsable de l'axe lexique technique et commentaires scientifiques de l'équipe Médecine grecque et littérature technique, ainsi que co-responsable avec Arnaud Zucker du programme étymologie grecque, ancienne et médiévale. Ce dernier nous avait fait le plaisir de nous parler de l'astronomie dans l'Antiquité. Parmi votre riche bibliographie, je ne citerai que 2 ouvrages. Homéros Dusgnostos, réinterprétation de termes homériques en grec archaïque et classique, paru chez Drose en 2015, et Homer from Z to A, Metrics, Linguistics and Zenodotus, sorti chez Brill en 2022 en langue anglaise, comme son titre l'indique. Vous avez également créé un site internet sur lequel vous partagez vos recherches autour de l'œuvre d'Homère. L'adresse est www.homericanova.com. Mais commençons tout de suite par nous intéresser à Homère. Que sait-on à son sujet ? Madame Lefeuvre. Eh bien, pas grand-chose. Ah. On sait à la fois beaucoup de choses et très peu, puisque le problème est qu'Homère est probablement un personnage non historique. C'est une figure de la tradition, mais c'est avant tout une élaboration par les siècles postérieurs d'une figure mythique qui pouvait servir d'auteur à ces 2 épopées prodigieuses que sont l'Iliade et l'Odyssée, qui constituaient le trésor littéraire des Grecs. Mais on ne sait rien sur la figure historique d'Homère. On sait à peu près qu'il était ionien, mais différentes cités ioniennes se disputaient la paternité d'Homère, donc il n'y avait même pas d'accord parmi les Ioniens à ce sujet. On ne sait pas exactement quand il a vécu, la tradition dit le 8e siècle, donc c'est avant tout une figure qui a été créée pour les besoins de la cause à partir des épopées et qui subsume sous son nom prestigieux l'activité probablement de plusieurs aèdes, de plusieurs personnes. Ces chanteurs des aèdes étaient ces chanteurs professionnels qui récitaient des poèmes dits homériques, mais pas seulement. Alors dans l'Antiquité, on croyait fermement qu'Homère existait. Bien sûr. On croyait fermement qu'Homère existait et certains croient toujours aujourd'hui qu'Homère a existé. C'est une vieille question qu'on appelle la question homérique. Y a-t-il un auteur ? Y a-t-il 2 auteurs ? C'est-à-dire l'Iliade et l'Odyssée sont-elles l'œuvre d'un seul et même poète ou de 2 poètes différents ? Et y a-t-il plusieurs poètes qui se cachent sous cet Homère ? Donc, il y a ce qu'on appelle la tradition des unitaires, qui considèrent qu'il existe un poète et qu'il est bien l'auteur des 2 œuvres en question, et les analystes qui, eux, considèrent qu'il s'agit en fait d'une composition à voix multiples, et que cette figure du poète est en fait une invention bien pratique parce qu'à partir d'un certain moment, on a eu besoin d'avoir un auteur, mais que ça ne correspond pas à la réalisation concrète et à la composition et à l'élaboration concrète des épopées. De manière générale, c'est sûr que étudier les œuvres du point de vue littéraire conduit à penser qu'il y a eu un auteur qui a organisé, mis en forme, étant donné qu'il y a un plan, qu'il y a des qualités littéraires de composition qui font que nous avons tendance à
à attribuer les œuvres à un seul poète. Oui. Du point de vue linguistique, c'est beaucoup plus compliqué, et du point de vue historique, on ne peut pas dire qu'il y ait eu un poète. Oui, alors une boutade veut qu'on ne sait rien à propos d'Homère, mais on sait qu'il était aveugle. Voilà, on sait qu'il était aveugle, alors ça fait aussi partie de la légende, Oui. puisque l'idée du barde aveugle est quelque chose qui est très ancien, qui se retrouve dans d'autres traditions mythologiques. En gros, en renonçant à la connaissance du monde physique, visuel, l'Aède gagne la connaissance du monde spirituel. On a exactement la même chose dans la mythologie germanique, où Odin, le roi des dieux, dépose l'un de ses yeux, il est borgne, dépose l'un de ses yeux dans la fontaine de la connaissance et devient justement omniscient grâce à cela. Donc il y a un échange entre les deux qui repose sans doute sur quelque chose d'assez ancien, cette idée qu'on ne peut pas avoir à la fois la connaissance des choses, disons, presque surnaturelles, au moins spirituelles, religieuses, et des réalités terrestres. Alors parlons de ces deux épopées, l'Iliade et l'Odyssée. Pourquoi la guerre de Troie est-elle le sujet? Alors bon, ce n'est qu'un épisode, la guerre a déjà duré 9 ans lorsque l'Iliade commence, mais pourquoi a-t-il choisi cet épisode et de parler de la guerre de Troie? Alors, la guerre de Troie, bon, comme vous le rappelez, ça n'est pas l'objet de l'Iliade. L'Iliade ne traite qu'une petite partie de la guerre de Troie. Il y avait tout autour beaucoup d'autres récits, et il y a d'autres épopées qui appartiennent à ce qu'on appelle donc le cycle troyen, qui raconte ce qui se passe avant le déclenchement de l'Iliade, c'est l'épopée qu'on appelle les Chants cypriens. Ce qui se passe après l'Iliade, donc après les funérailles d'Hector, donc là il y a plusieurs épopées, et surtout ce cycle troyen n'était pas le seul. Il n'y avait pas que la guerre de Troie. On sait qu'il existait par exemple un autre cycle épique qu'on appelle le cycle thébain, et qui lui s'intéressait à la lutte fratricide entre les deux fils d'Édipe après la mort de leur père pour le contrôle de Thèbes. On avait donc plusieurs cycles épiques qui coexistaient. Il se trouve que la seule chose qu'on ait gardée, c'est en effet l'Iliade. De tout ce foisonnement que constituaient les différents cycles sur les grandes gestes du passé, il doit nous rester au maximum 200 vers. Et donc le cycle troyen avait l'avantage que, bon, évidemment, il se situait dans le passé mycénien glorieux de la Grèce. L'éloignement temporel se prête toujours à une héroïsation des personnages, des actes. Donc, c'était effectivement quelque chose qui était l'occasion de chanter des personnages plus ou moins mythiques, mais avec néanmoins une certaine importance, puisque la plupart des aristocraties en Grèce se réclamaient de grands héros du passé. Et donc, chanter les faits et gestes de ces héros, c'était aussi une manière de s'attirer les faveurs du pouvoir local, et deux, pour le pouvoir local surtout, une manière de se légitimer. Alors pour un grec, celui qui ne parlait pas la langue, sa langue, était considéré comme un barbare. Est-ce que les Troyens étaient des barbares? Là encore, la réponse varie, ça dépend à quelle époque on se place. Si vous êtes un Athénien du 5e ou du 4e siècle, c'est-à-dire un Athénien de l'époque classique, certainement les Troyens étaient des barbares. Ça ressort très nettement des pièces de théâtre d'Euripide, qui mettent en scène des personnages homériques et qui, effectivement, leur donnent un comportement de barbare et les qualifient de barbares et les habillent éventuellement comme des barbares. En revanche, à l'époque archaïque, rien ne permet de dire que ce soit le cas. Le terme de barbare est employé une seule fois, en fait, dans l'Iliade, et même dans les poèmes homériques en règle générale. Et c'est un vers que les érudits alexandrins considéraient comme inauthentique justement pour cette raison, parce qu'ils disaient Homère ne connaît pas la notion de barbare. Et Homère, de fait, traite les Troyens à l'égal des Achéens, c'est-à-dire les Grecs, comme des gens tout à fait civilisés, tout aussi nobles, tout aussi pourvus de grandes valeurs morales et aussi vaillants au combat. Donc c'est un adversaire à la mesure des Grecs, et cette idée de barbare est totalement absente de l'Iliade telle que nous la connaissons. Alors parlons de la structure des deux épopées. En termes de vers, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Et bon, aujourd'hui, nous avons un texte figé, on y reviendra. Mais le nombre des vers de ces deux épopées, combien est-il? De combien est-il? C'est un petit peu plus pour l'Iliade. On a 15 693 vers pour l'Iliade et 12 109 pour l'Odyssée. Ça, dans nos éditions modernes. On sait que le corpus a considérablement varié au cours de son histoire, donc ce chiffre est le chiffre actuel et ne correspond pas au chiffre du 5e siècle avant. Mais en gros, c'est 15 000 pour l'un et 12 000 pour l'autre. Et donc, ça a été composé dans un rythme bien particulier, ce qu'on appelle l'hexamètre dactylique. Ça a été en effet composé dans un rythme qu'on appelle l'hexamètre dactylique. Donc, hexamètre veut dire qu'il y a 6 pieds, 6 mesures dans le vers.
Et dactyle, ça veut dire le doigt en grec, et c'est par analogie d'un doigt. Si vous regardez votre doigt, votre index par exemple, que vous repliez, vous voyez qu'il y a une phalange qui est plus longue que les deux autres. Et donc un dactyle a le rythme tin, ta, ta, c'est-à-dire une syllabe longue suivie de 2 syllabes brèves. Donc quand vous en empilez 6 comme ça dans le vers, là vous faites tin, ta, ta, 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 tin, tin. Et ça donne ça c'est un vers holodactylique, donc il existe quelques petites variantes, mais ça donne un rythme très, très reconnaissable. On n'est pas sûr que l'Iliade et l'Odyssée aient été composées directement en hexamètre. Il y a aussi de grandes controverses sur ce point, sur l'existence d'une forme métrique plus ancienne à laquelle l'hexamètre se serait substitué par la suite. Mais ce rythme permettait justement la prononciation de ces poèmes. Mais on y reviendra tout à l'heure lorsqu'on parlera des Aèdes et des Rhapsodes. Alors, en quelle langue est-ce que ça a été composé? Est-ce qu'on le sait? Alors, la seule chose qu'on puisse dire, c'est que c'est composé en grec. Oui. Maintenant, pour la langue, c'est plus compliqué. La langue homérique est un véritable kaléidoscope parce que le principe est que la composition s'est étalée sur plusieurs siècles et elle a eu lieu dans plusieurs endroits parce que les épopées homériques se sont beaucoup promenées. C'était un trésor commun à tous les Grecs. Donc, la langue homérique comporte des formes qui sont d'âge différents. Elle comporte également des formes d'origine dialectale différentes parce qu'il y avait plusieurs dialectes en Grèce au second millénaire et au début du premier millénaire. Donc, on trouve un mélange qui est un mélange assez, c'est pas extrêmement compliqué, mais c'est quelque chose qui fait que ça n'est une langue qui n'est immédiatement compréhensible par aucun grec. Donc, les petits grecs devaient tous l'apprendre à l'école parce que c'était certes leur bien commun, mais ça ne correspond pas à la façon de parler d'un grec, quel qu'il soit, à quelque endroit qu'il se trouve et à quelques moments de l'histoire qu'il se trouve. C'est une langue complètement artificielle, en fait. Mais est-ce qu'on peut faire une comparaison entre Racine et le français d'aujourd'hui ou pas vraiment? La langue de Racine est homogène, c'est ça la grande différence. C'est du français classique, c'est assez éloigné du français moderne effectivement, mais c'est une langue qui est synchroniquement homogène, alors que la langue homérique précisément emprunte à différents dialectes, ce qui la rend extrêmement difficile à comprendre si on n'a pas une éducation première. Très bien. Alors aujourd'hui, les deux épopées sont divisées en chants. Est-ce que ça l'était déjà à l'époque? Enfin, à l'époque, on ne sait pas à quelle époque, de quelle époque parlons-nous? Voilà, c'est ça. La division en chants est tardive. On a 24 chants parce qu'il y a 24 lettres de l'alphabet. Donc, et c'est vrai pour l'Iliade comme pour l'Odyssée. Donc, on voit rien qu'avec ça que c'est un découpage relativement artificiel parce qu'il n'y a pas nécessairement 24 épisodes thématiques, etc. Donc, ces 24 épisodes, ces 24 chants, ont été plus ou moins taillés pour avoir chacun une unité thématique. Certains sont plus longs que d'autres. En fait, on ne sait pas exactement de quand date la division en 24 chants. Pour certains, elle daterait du début du IIIe siècle avant notre ère. Pour d'autres, du 1er siècle avant notre ère. Mais en tout état de cause, c'est sûr qu'à Athènes, à l'époque classique, on ne connaissait pas la division en chants. Les anciens ne connaissent que des épisodes. Donc, ils parlent du catalogue des vaisseaux, c'est une partie du chant 2 de l'Iliade. Ils parlent de l'Aristide de Diomède, qui forme l'essentiel du chant 5 de l'Iliade. Ils parlent, par exemple, de la théicoscopie, qui est l'examen depuis les remparts. C'est la description de l'armée grecque faite par Hélène depuis les remparts de Troie. C'est une partie du chant 3. Donc, ce sont des épisodes thématiques. Ils ne correspondent pas aux limites des chants modernes, mais c'est ça la division la plus ancienne. Très bien. Alors, parlons justement de la récitation de ces textes. Ce sont les Aèdes et les Rhapsodes qui les ont récités lors de différents événements, privés ou publics. Mais comment est-ce qu'on chantait ces textes? Est-ce qu'on a une idée de Alors, ça? c'est assez compliqué. Probablement, on ne chantait pas, on psalmodiait plus qu'on ne chantait. Mais il y avait en effet une dimension de représentation. Platon, dans un dialogue qui s'appelle Ion, met en scène justement, comme l'un de ses protagonistes, un rhapsode qui raconte comment il procède et comment, sur scène, il récite. Mais aussi, il incarne les différents personnages et donc il roule des yeux effrayants pour faire peur à son public quand il parle d'un personnage en colère. Donc, il incarne les personnages. Donc, il y avait probablement tout un jeu de scène derrière cela, mais on ne peut pas dire que c'était du chant réellement. C'était plutôt une espèce de psalmodie. Mais ils s'accompagnaient avec un instrument, non? Oui, ils étaient accompagnés de la cithare le plus souvent. Ils avaient un bâton pour scander leur récitation. Mais l'accompagnement musical était en arrière-fond, mais ça n'était pas quelque chose de... C'était pas la partie principale, il s'en faut. Alors, quelle est la différence entre un Aède et un Rhapsode?
Y en a-t-il? Alors, il y a une différence très nette dans l'étiquette traditionnelle. Et en fait, comme souvent, ces différences très nettes traditionnelles sont en fait beaucoup moins nettes qu'il n'y paraît. Oui. La tradition dit que l'aède, c'est un mot qui veut dire chanteur. Donc, la tradition dit que l'aède, c'est une personne qui compose des vers en les improvisant. Oui. C'est quelqu'un qui ne connaît pas l'écriture, qui est uniquement dans la tradition orale et qui donc compose ses vers et improvise sa représentation de l'Iliade et de l'Odyssée. Donc il le fait à partir de canevas familiers. On sait que par exemple une scène d'armement se déroule toujours dans le même ordre. Il utilise aussi un certain nombre de formules qui sont des formules traditionnelles et qui permettent de faciliter la versification. Et les rhapsodes, c'est un mot, rhapsode, qui veut dire celui qui coud les chants. Qui coud du verbe coudre. Oui. Et donc, on admet que ce sont avant tout des récitants, c'est-à-dire des gens qui ne composent plus, qui, eux, connaissent l'écrit, qui ne connaissent plus la tradition orale et qui ont un texte écrit qu'ils récitent. C'est-à-dire que ça suppose que le texte soit figé. Oui. Et eux-mêmes ne seraient donc pas producteurs d'hexamètres. On sait maintenant que c'est une définition qui est assez largement fausse et qu'en pratique, les rhapsodes ont continué à produire de nouveaux vers. On a encore de nouveaux vers homériques au VIe siècle, par exemple, à une époque où l'écriture est parfaitement connue. Et en particulier, quand vous avez un concours de poésie où différents rhapsodes doivent se produire, ils ne font pas assaut de virtuosité uniquement en roulant des yeux plus fort que leurs rivaux, mais aussi en modifiant un peu le texte, en ajoutant des vers, parce que ça les met en valeur et que ça leur permet de remporter le prix. Donc, on peut considérer que cette distinction traditionnelle, qui repose sur la distinction entre culture orale et culture écrite, est beaucoup trop tranchée pour une raison très simple. On n'est pas passé tout de suite d'une culture de l'oral à une culture de l'écrit. Il y a une phase de transition, elle est longue, ça prend au moins 2 siècles. Et on peut considérer qu'il y a eu une période où les rhapsodes étaient à la fois des aèdes et des rhapsodes, c'est-à-dire ils maîtrisaient l'écrit et en même temps ils maîtrisaient encore la technique de l'addition formulaire qui leur permettait de composer. Alors, à quelle occasion, justement, alors je l'ai dit, privé, public, mais quelles étaient les principales occasions où ces aèdes et ces rhapsodes chantaient ces textes, ou psalmodiaient les textes? Ça dépend un peu des périodes, là encore. À l'époque archaïque, et sans doute déjà à l'époque mycénienne, il y avait probablement des récitations dans le cadre de banquets ou de fêtes données par l'aristocratie locale. Comme je l'ai dit, les aristocrates se faisaient souvent gloire de remonter à un héros homérique, qui était leur ancêtre. Donc la récitation des poèmes homériques en public, ça devenait un moyen de légitimer leur position sociale. Il y avait des concours de poésie institutionnalisés qui se tenaient en même temps que les grands concours panhelléniques, comme à Olympie, aux Jeux Olympiques ou à Delphes, les Jeux Pythiques, et aux différents festivals, par exemple au Grand Panathénée à Athènes tous les 4 ans. Et ces concours ont probablement commencé avec l'institution de jeux funéraires. Dans le chant 23 de l'Iliade, on décrit les jeux funéraires en l'honneur de Patrocle, le compagnon d'Achille qui est mort au combat. Et les jeux funéraires en l'honneur de Patrocle ne comportent pas de concours de poésie. Ils comportent des concours athlétiques, mais pas de concours de poésie. En revanche, on sait qu'Hésiode, un poète épique qui lui est historique, qui a vécu au 8e siècle avant notre ère, a été vainqueur lors d'un concours poétique qui était organisé pour les jeux funéraires du roi de Chalcis, qui est une ville de B. Ce roi s'appelait Amphidamas et on situe ça vers 730. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà des concours de poésie au 8e siècle pour des occasions comme celle-ci. Les jeux funéraires qui ensuite seront institutionnalisés et donneront naissance au grand concours panhellénique. Alors, on a parlé d'Homère. Il y aurait une légende qui voudrait qu'ils viennent de Chios. À Chios, il y a une guilde qui se dénommait les Homérides, qui transmettait cette tradition homérique. En effet, donc ils s'appelaient les Homérides et on suppose qu'ils se sont d'abord appelés les Homérides et qu'ensuite ils se sont inventés un protecteur et un patron historique qui s'appellerait Homère. Donc ils se prétendaient en effet descendants d'Homère. Et on suppose que, traditionnellement, qu'ils ont joué un grand rôle dans la fixation du texte pour obtenir une version officielle, parce que c'était eux les garants de la version officielle, et donc cette version officielle serait plus ou moins celle qu'on a maintenant. Alors, l'un d'eux, on connaît relativement bien, il était actif à la fin du 6e siècle avant notre ère, il s'appelait Synaitos, et il passe pour avoir été le premier à réciter Homère à Syracuse, en Sicile, donc ils ont joué un rôle aussi dans l'expansion de l'épopée dans tout le monde grec. C'est probablement une légende, mais il est intéressant parce qu'il est assez plausible que ce soit lui l'auteur de la seconde partie de l'hymne homérique à Apollon. Donc les hymnes homériques sont des hymnes aux principales divinités que les Grecs mettaient dans le corpus homérique et attribuaient donc à Homère, même si maintenant nous sommes d'accord qu'ils sont plus tardifs. Et juste à la seconde partie, on a 2 vers qui mentionnent un aède aveugle
qui vit à Chios et dont les vers sont de loin les plus beaux. Et cette allusion est probablement la première à la légendaire figure d'Homère dont se réclamaient les Homériques. Très bien, d'accord. Alors, tout ça, c'est encore une tradition orale. C'est encore une tradition orale, jusqu'au VIe siècle certainement. Au Ve siècle, c'est plus difficile à dire. Et la tradition orale, c'est la façon dont se sont transmis tous ces poèmes épiques dont nous n'avons conservé qu'une petite partie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Qui repose sur la mémorisation, évidemment, mais pas seulement la mémorisation de vers entiers, mais la mémorisation de techniques, de trucs de composition, on pourrait dire, comme on dit, des trucs de magiciens, qui sont des façons de formuler les choses qui permettent de gagner du temps et de réfléchir à ce qu'on va dire après pendant qu'on est en train de prononcer une formule. Puisqu'il ne faut jamais oublier qu'à l'origine, il s'agit d'improvisation. Il y avait certes un canevas typique, mais on n'avait jamais un texte figé et préécrit, on avait à chaque fois un texte différent, à chaque fois qu'il y avait une représentation. Et donc, on a des générations de chanteurs, d'aèdes, donc, qui ont été formés à cette tradition, qui ont appris toutes ces techniques de composition qui leur permettaient effectivement d'improviser dans une forme métrique extrêmement contraignante qu'est celle de l'hexamètre dactylique et d'aboutir à ce que nous connaissons sous la forme des poèmes homériques. Alors, mythe ou réalité, encore, les Pisistratides auraient fait mettre par écrit le texte d'Homère pour le faire déclamer justement aux grandes panathénées qui avaient lieu tous les 4 ans. C'est en effet ce que dit la tradition, que les poèmes homériques ont été mis par écrit pour la première fois dans la seconde moitié du VIe siècle à Athènes par les Pisistratides, donc les fils de Pisistrate, le tyran d'Athènes, et que auparavant donc les poèmes circulaient sous forme orale exclusivement. Donc cette mise par écrit aurait donné une impulsion décisive à la production d'une version officielle d'Homère. Cela dit, cette tradition n'est qu'une légende. En fait, on n'est absolument pas sûr qu'une recension des Pisistratides ait existé. Platon dit que Pisistrate a fait venir à Athènes les poèmes homériques, qu'il a institué la récitation aux grandes panathénées, mais il ne dit absolument pas qu'il a fait mettre pour la première fois par écrit les poèmes homériques là. Cette version de la légende n'apparaît que chez Cicéron et vous conviendrez que c'est assez tardif. Oui, Cicéron étant du 1er siècle avant notre ère. Oui. Alors ensuite, une autre étape dans cette écriture progressive peut-être, les sophistes ont joué un rôle important. Les sophistes qui, comme on le sait, étaient les maîtres de la langue et qui aimaient le beau discours. Alors, les sophistes ont joué un rôle fondamental, oui. C'est du moins ce que... on est à peu près tous d'accord là-dessus et j'ai essayé de le démontrer en particulier dans mon livre de 2022 que vous avez cité tout à l'heure. À cette époque-là, à l'essor au 5e siècle, qui marque l'essor de la sophistique, Homère est bien connu, il est déjà enseigné dans les écoles et il fait figure de poète par excellence. Mais le texte reste encore très variable et s'il est variable, ça veut dire qu'il est modifiable. Et donc, les réflexions des sophistes, surtout sur la langue, sur la poétique, la technique de composition, sur l'éthique aussi des personnages, vont avoir des conséquences sur le texte parce que les sophistes et les rhapsodes appartenaient en fait au même milieu intellectuel et les discussions qui se déroulaient dans ces cercles prenaient appui sur tel ou tel vers d'Homère et pouvaient donc amener des innovations dans le sens où il fallait ôter des poèmes homériques tout ce qui était jugé indigne d'Homère. Donc on sait qu'ils ont en particulier réfléchi sur la propriété des mots, par exemple le pronikos, qu'ils ont réfléchi sur les techniques de composition et tout cela, en effet, ces enseignements ont pu influencer les rhapsodes qui se produisaient lors des grands concours et amener des modifications dans le texte. Est-ce qu'on peut dire que ça va progressivement figer le texte déjà ? Cela va progressivement figer le texte, ça n'est qu'un début de fixation. Ça va en tout cas, en effet, figer ce qui va devenir la version athénienne, qui, en effet, va se différencier de versions existant ailleurs par cette influence que les sophistes ont pu exercer. Alors, le problème aussi, il faut bien dire que les versions qui ont existé ailleurs, nous les connaissons très mal et en particulier, nous n'avons pas une extenso, donc il est difficile de voir en quoi elles se distinguaient exactement de la version athénienne. Eh oui, alors justement, vous l'avez mentionné, il y avait différentes versions dans les cités, Athènes, Chios, Marseille, Crète, Argos. Voilà, c'est ce qu'on appelle les versions des cités. Donc, elles ne nous sont absolument pas parvenues. Nous les connaissons par ce qu'en disent les scolies. Donc, les scolies, ce sont les commentaires anciens portés dans les marges des manuscrits qui s'échelonnent depuis le IIe siècle avant jusqu'à l'époque byzantine. Et elles nous parlent des versions des cités, des versions politicae, en mentionnant effectivement la version de Chios, la version de Marseille, la version de Crète, la version d'Argos, etc. Et elles rapportent à l'occasion, dans la version
version de Marseille, on trouvait ceci et non pas ce qu'on a dans le texte de la version qui est la nôtre. Donc on en connaît des bribes, on en connaît des fragments, au moins les fragments et les parcelles que les scolias sont jugés dignes de rapporter, mais ça nous donne une version évidemment très émiettée et on n'a aucune vision d'ensemble de ce à quoi ces versions pouvaient ressembler. Et donc on a également des versions pour les écoles, pour les écoliers, on l'a déjà évoqué, puisque les petits Grecs apprenaient Homère à l'école. Ils apprenaient non seulement Homère à l'école, mais ils apprenaient tout dans Homère. Ils apprenaient l'astronomie dans Homère, ils apprenaient la géographie dans Homère, ils apprenaient la religion dans Homère. Donc c'était la Bible, pour ainsi dire. Et c'était le texte à tout faire. Ils apprenaient aussi la langue homérique, bien évidemment. Mais c'était vraiment le manuel d'enseignement. Donc c'est aussi ce qui a participé très tôt à sa diffusion. Et alors Homère est cité par les auteurs du IVe, mais bien avant aussi, Platon le cite. Aristote aurait composé un ouvrage sur Homère, mais qui malheureusement ne nous est pas parvenu. Et non, hélas, on n'a pas conservé le sur Homère d'Aristote, ce qui est un grand regret. Bon, vous savez que de toute façon, c'est vrai pour tous les textes de l'Antiquité grecque. On en a conservé seulement une petite partie, même si cette partie nous paraît colossale, mais c'est une petite partie dans l'océan de textes qui existait. C'est vrai aussi pour l'épopée, c'est ce que j'ai mentionné. Du cycle épique, il ne reste quasiment rien. Et de la même façon, donc des œuvres d'Aristote, nous n'avons pas tout gardé. Et en effet, le sur Homère est perdu. Et bien sûr, les tragiques qui ont puisé dans ces épopées ou dans ce que vous aviez cité tout à l'heure, le cycle troyen pour composer les célèbres tragédies qui nous sont parvenues. C'est exact, et de façon intéressante, les tragiques s'intéressent en fait plus, prennent plus comme source d'inspiration les épopées du cycle troyen que l'Homère que nous connaissons nous, c'est-à-dire l'Iliade ou l'Odyssée. Ils rapportent plutôt des épisodes de la guerre de Troie ou autour de la guerre de Troie qui ne sont pas directement conservés dans l'Iliade que nous avons nous, et le cycle semble avoir été, donc ça prouve qu'il était bien connu, mais il semble avoir été pour eux une grande source d'inspiration, bien que maintenant on s'accorde à, d'abord qu'on n'en sache pas grand-chose et qu'on s'accorde à penser que pour l'essentiel, le cycle a été mis en forme postérieurement à l'Iliade et à l'Odyssée. Alors ensuite, une période plus tardive, il nous reste des papyrus, mais qui datent surtout de la période romaine. Alors, il nous reste des papyrus, effectivement, beaucoup de papyrus. La grande majorité des papyrus datent de la période romaine, mais au risque de vous décevoir, les papyrus de la période romaine ne sont pas très intéressants. Ils conservent le texte à peu près tel que nous le connaissons nous. Les papyrus vraiment intéressants sont les papyrus plus anciens, qui datent de l'époque ptolémaïque, donc du 3e au 1er siècle, avant notre ère. Et ces papyrus-là montrent que le texte était très variable, aussi bien en ce qui concerne le nombre de vers et la forme de ces vers. À savoir, dans les papyrus les plus anciens, ceux du IIIe siècle, on trouve des vers additionnels, c'est-à-dire des vers qui ne figurent pas dans nos éditions modernes à nous, mais qui existaient dans le texte à cette époque-là. Et la proportion de vers additionnels atteint 15%, ce qui est considérable. Cette proportion décroît sensiblement pour devenir négligeable à la fin du IIe siècle avant notre ère. Ce qui veut dire qu'à partir du 1er siècle, on a à peu près le même texte sur tous les témoins et sur tous les papyrus. Et on part d'un état où au IIIe siècle, on avait 15% de vers que nous ne connaissons pas par ailleurs. Donc ça montre un processus de standardisation du texte par élimination de certains vers, et ce processus n'a abouti que vers la fin du IIe siècle avant donc. Et c'est donc sur cette version standardisée que repose notre texte moderne, qui repose sur les manuscrits médiévaux qui eux-mêmes reposent sur ce texte élaboré en gros à partir du 1er siècle avant notre ère. Oui. Alors vous avez évoqué la période ptolémanique, la période hellénistique. Et Ptolémée II, Philadelphe, fait construire la fameuse bibliothèque d'Alexandrie en 288 et il voudra justement qu'on mette de l'ordre un peu dans ces différentes versions pour essayer de retrouver la version originelle. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça ? Oui, parce qu'en effet, pour remplir cette bibliothèque, une fois qu'elle est construite, il faut il faut des rouleaux de papyrus. Et donc, on a collecté des textes de tous les auteurs grecs qui venaient de toutes les régions du monde grec. Et là, on s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas un texte d'Homère, mais qu'il y en avait beaucoup. Et que le texte était différent d'une copie à l'autre. Donc, c'était un problème parce qu'à cette époque-là, on était fermement convaincus qu'Homère avait existé, que c'était un grand poète, qu'il était aveugle, etc. Donc, l'une des tâches des bibliothécaires d'Alexandrie a constitué à harmoniser tout ça et à procurer un texte fiable d'Homère en l'expurgeant des vers considérés comme inauthentiques pour différentes raisons, pour avoir quelque chose qu'on puisse qualifier réellement de
œuvre du poète Homère, unique et sur laquelle tout le monde s'accorde. Oui. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec la Septante ? Alors, c'est extrêmement compliqué. Oui. La Septante est une traduction donc de la Bible hébraïque. En grec. C'est une traduction en grec qui a commencé effectivement à peu près à la même période, au IIIe siècle, qui consiste à vouloir mettre à disposition en effet le texte hébraïque et qui a elle aussi supposé une harmonisation et le choix d'une source qu'on devait transcrire. Donc oui, d'une certaine façon, dans cette idée de fixer un texte sous forme de traduction pour la Septante ou sous forme simplement de texte normalisé pour Homère, il y a évidemment un choix éditorial, c'est sûr. D'accord. Alors, le premier bibliothécaire n'est autre que Zénodote, qui va jouer un rôle fondamental justement dans cette recherche du poème homérique originel. En effet, donc Zénodote est nommé en 284 comme directeur de la bibliothèque d'Alexandrie. Il travaille absolument pas seul. Il y a plusieurs bibliothécaires qui travaillent et lui se charge plus particulièrement de l'édition des poèmes homériques. Alors le rôle de Zénodote est extrêmement controversé parce que il n'a pas écrit. On n'a rien gardé de lui. On ne connaît pas son enseignement qui était entièrement oral et on ne connaît son enseignement que par ce qu'on en dit les scolies, donc que j'ai mentionné tout à l'heure. Et les scolies se rattachent quasiment toutes à une autre école que celle de Zénodote et passent leur temps à dire que Zénodote n'a rien compris, que Zénodote s'est trompé, etc. Donc il est extrêmement difficile de se faire une idée du rôle de Zénodote pour ça. Ce qu'on sait, c'est que sa première tâche était en effet d'éliminer les vers inauthentiques pour constituer un Homère fiable. C'était ce que Ptolémée lui avait demandé. Et que probablement, pour faire ça, il a pris comme base pour son texte une version ionienne, parce que Homère est ionien, et probablement une version qui date du 4e, voire du 5e siècle. Donc, il a fait quelque chose qui est remarquable, à savoir, au moins d'après ce qu'on peut juger, il a inventé les premiers signes critiques. C'est-à-dire que quand il considérait qu'un vers n'était pas authentique, il ne l'a pas raturé rageusement sur le papyrus, mais il a inventé un signe critique qu'on appelle l'aubaine, qu'il mettait dans la marge pour dire attention, ce vers-là n'est probablement pas d'Homère. Ce qui veut dire qu'avec cette technique, on conserve les vers, même si on considère qu'ils sont inauthentiques. Pour nous, évidemment, c'est extrêmement précieux. Et ça permet ensuite à d'autres érudits éventuellement de se pencher sur le même texte et d'avoir une opinion différente. Mais en tout cas, on ne détruit pas. On met simplement à part. Alors après, d'autres signes diacritiques seront développés par d'autres éditeurs alexandrins et d'autres philologues que lui, mais il est le premier à avoir lancé justement cette méthode de travail qui est extrêmement efficace. Et qu'on appelle ekdosis, une édition critique, si on peut y parler en termes modernes. Alors, une ekdosis, c'est absolument pas une édition critique comme on l'emploie nous. Une ekdosis, c'est simplement... Effectivement, il y a des signes critiques. Là-dessus, vous avez parfaitement raison. On prend un papyrus qui comporte le texte existant et dessus, on met des annotations. C'est-à-dire, on met des annotations dans la marge en disant ce mot-là, ça va pas, là, il faut corriger telle forme, ce vers-là n'a rien à faire ici, il faudrait qu'il soit 3 vers plus haut, etc. Une édition critique au sens moderne signifie qu'on produit un texte nouveau en ayant collationné des copies différentes. Donc, on prend 10 papyrus, par exemple, on regarde et à partir de ça, on essaye, à partir de la comparaison des 10 papyrus, on essaye de reconstituer le texte original d'où seraient dérivés ces 10 papyrus. Pour Homère, ça n'a aucun sens, mais les érudits alexandrins ne travaillent absolument pas dans cette optique-là. Ils ont sans doute collationné des copies, ça ne fait aucun doute, on le sait, on a des preuves sur des papyrus, mais leur ekdosis, c'était je prends un texte existant, une version existante que je considère comme bonne, et ensuite je la note. Très bien. Alors on considère également que Zénodote a travaillé sur une version pré-sophiste et donc différente de l'athénienne dont on va parler dans quelques instants. Alors, on considère, c'est ce que je me suis efforcé de démontrer, mais c'est en effet probable. Certaines des divergences entre la version de Zénodote et la version que nous connaissons nous, qui est probablement une version athénienne, s'expliquent par des modifications qui ont été introduites dans la version athénienne sous l'influence des sophistes. Ça concerne aussi bien le vocabulaire que la composition, que la rhétorique et l'organisation des choses. Donc, il est en effet assez probable que Zénodote a utilisé une version pré-sophistique. On a par ailleurs un élément qui nous permet de dater, non, pas vraiment la version de Zénodote, mais de nous dire qu'il s'appuie sur un texte qui est antérieure à la première moitié du 5e siècle. Donc la copie peut être plus tardive, la copie qu'il a utilisée, mais la version ionienne qu'il a utilisée date d'avant
la première moitié du 5e siècle, alors que les versions athéniennes, elles, sont toutes postérieures au milieu du 5e siècle. Alors, vous l'avez dit, l'enseignement de Zénodote était oral, donc on n'en a pas de traces écrites, mais on retrouve des traces de cet enseignement quand même chez Aristophane de Byzance, qui était le second bibliothécaire, si je ne m'abuse. Alors non, c'était pas le second bibliothécaire, il est nettement postérieur, il est mort en 180. Okay. Et donc, Aristophane de Byzance, oui, c'était, on va en reparler parce que c'était le maître et le prédécesseur d'Aristarque, qui est le grand bibliothécaire d'Alexandrie et fondamental pour Homère. Et Aristophane de Byzance a fait la même chose que Zénodote, il a pris un papyrus et il a fait une ekdosis. Et le papyrus qu'il a pris correspondait en certains points avec celui de Zénodote, en d'autres points non. Et effectivement, on trouve des points communs entre la version d'Aristophane et la version de Zénodote. On trouve aussi des cas où Aristophane dit que la version de Zénodote est meilleure que la version qu'on trouve dans d'autres copies. Donc oui, en effet, Aristophane s'est inspiré en partie du travail de Zénodote pour son propre travail. Alors, il aurait travaillé à partir de papyrus qui datent du IIIe siècle avant Jésus-Christ et qui sont de simples copies commerciales ordinaires. Alors ça, c'est intéressant. Pas exactement. En fait, effectivement, il y avait plusieurs types de papyrus. Il y avait les papyrus qu'on utilisait à la bibliothèque d'Alexandrie. C'était des éditions soignées, probablement des exemplaires qui appartenaient à des rhapsodes, parce qu'un rhapsode a besoin d'avoir son texte, d'avoir un texte complet, qui soit de bonne facture, etc. En revanche, à côté de ça, il y avait les papyrus commerciaux qui sont l'équivalent du livre de poche, si vous voulez, qui sont des éditions réalisées avec beaucoup moins de soin. Et donc, c'est ça qu'on appelle les copies commerciales ordinaires. Et c'est essentiellement ces éditions-là, d'ailleurs, qu'on trouve ce type de papyrus qu'on trouve dans les papyrus ptolémaïques dont j'ai parlé tout à l'heure, plus que de vraies éditions, de vrais ekdoseiks scientifiques. Et là où ces papyrus sont particulièrement intéressants, c'est que justement, ce sont des formes des papyrus qui ne reflètent pas une activité éditoriale savante. C'est juste le texte qu'on prend pour lire le soir avant de s'endormir. Et il se trouve que sur ces papyrus tout à fait ordinaires et tout à fait commerciaux, on trouve parfois les mêmes formes que celles de Zénodote, alors même que ce sont des formes qui seront condamnées plus tard par Aristarque et qui sont donc expurgées et qui n'apparaissent pas dans notre version de Zénodote. Alors il faut que nous parlions d'Aristarque, qui va jouer un rôle fondamental, comme vous l'avez déjà annoncé, qui est un disciple d'Aristophane de Byzance. Alors quel est son travail et qu'a-t-il apporté dans cette édition critique ? Alors Aristarque est le dernier bibliothécaire d'Alexandrie. Il est l'héritier donc d'une longue tradition, ainsi qu'on l'a dit, et il a joué un rôle fondamental dans l'édition d'Homère. Il n'a pas édité seulement Homère, il a aussi édité les poètes lyriques, par exemple, mais sur le texte homérique, et en particulier, le texte de l'Iliade et aussi celui de l'Odyssée, mais on sait beaucoup plus de choses sur le texte de l'Iliade que sur celui de l'Odyssée, il a eu une influence fondamentale. D'abord parce que, comme on l'a dit, son ekdosis repose sur un texte déjà existant, c'est-à-dire un papyrus qu'il a considéré comme particulièrement bien et qu'il a utilisé. En fait, il a fait 2 ekdosei, c'est-à-dire en partant de 2 papyrus différents, qui étaient 2 versions relativement proches, mais néanmoins avec quelques divergences. Et le problème pour nous est que Aristarque a pris comme texte de référence, donc la base de son papyrus, une version athénienne. Et c'est à partir de cela qu'il a travaillé, sans doute parce que c'était la plus répandue à son époque, et peut-être parce que, en effet, il la considérait préférable, parce qu'elle correspondait à tous les canons de la rhétorique et de la sophistique. Et donc, en fonction de ça, il a fait une collation de toutes les copies, et notamment des copies de ses prédécesseurs, dont Aristophane de Byzance et Zénodote, et il les a jugées. Et il n'a évidemment pas pu comprendre certaines des leçons de Zénodote qui lui semblaient complètement aberrantes, parce que jamais il n'a eu dans l'idée que Zénodote avait utilisé un texte ionien et pas un texte athénien, et surtout que Aristarque avait comme idée, évidemment, qu'Homère c'était un auteur, c'était un homme, et certainement pas qu'il pouvait y avoir de telles variations dans le texte. Donc il a très souvent eu tendance à imputer à Zénodote l'invention de formes nouvelles, qui en fait ne sont pas des formes nouvelles. On a dit, certaines de ces formes se trouvent dans les papyrus tout à fait ordinaires du IIIe siècle, et il va accuser Zénodote d'avoir mal compris, d'avoir modifié le texte et d'avoir dénaturé Homère.
Et malheureusement, c'est surtout l'école d'Aristarque qui a fait Florès et qui est responsable du texte homérique sous la forme sous laquelle nous le connaissons nous. Et donc, en effet, Aristarque est celui qui, on peut le dire, a donné d'une certaine manière au texte homérique sa forme définitive. Parce que le travail d'Aristarque va être poursuivi et transmis par le fameux commentaire d'Hécate, abrégé par VMK. Il sera poursuivi par beaucoup de gens, effectivement, beaucoup d'érudits, mais en particulier par 4 qui sont extrêmement importants pour nous parce qu'ils transmettent l'enseignement d'Aristarque, qui sont en effet ces 4 grammairiens des 1er et 2e siècles après Jésus-Christ, et on avait tiré des travaux de ces grammairiens qui étaient dans l'école d'Aristarque, enfin qui constituaient l'école d'Aristarque, bien qu'il soit quand même de quelques siècles postérieurs, un abrégé qu'on appelle effectivement le commentaire des 4 et qui a constitué une des sources des scolies, c'est-à-dire les commentaires marginaux qu'on a dans les manuscrits, et c'est par là qu'on est renseigné sur l'enseignement d'Aristarque. On sait que, contrairement à Zénodote, Aristarque avait écrit des commentaires. Donc lui, il avait une œuvre écrite réelle, ce qui n'était pas le cas de Zénodote, ce qui explique aussi qu'il ait eu une influence plus grande, parce que c'est toujours plus facile de se reporter à l'enseignement écrit et démontré d'un grand savant qu'à un enseignement purement oral d'un autre savant qui, en plus, a été déprécié par ses successeurs. Oui. Alors, en fait, ces érudits vont chercher des critères pour qualifier qu'un vers est inauthentique. Alors, quels sont ces critères ? Ils sont variables. Ça peut être que dans tel ou tel vers, vous avez quelque chose qui est absolument ridicule et indigne d'Homère. Donc, à ce moment-là, ça n'est pas acceptable. Par exemple, vous avez un passage bien connu, un vers où il est dit que Apollon va détruire avec ses mains le rempart de terre érigé par les Achéens. Et c'était condamné au motif que non, Apollon ne peut quand même pas s'abaisser à aller casser avec ses mains le rempart, et donc on a changé ça pour il va le renverser d'un coup de pied parce que c'est jugé plus digne du dieu. Cette notion de dignité évidemment est très relative et nous ça nous fait plutôt sourire, mais en attendant, alors dans l'Antiquité c'était considéré comme quelque chose d'acceptable. Vous avez d'autres cas où le mot est considéré comme franchement impropre parce qu'il n'est pas employé dans son contexte normal, et où là les sophistes et les éditeurs après eux ont considéré que non, il fallait le changer parce que c'était un mauvais usage de la langue et que Homère, comme tout bon poète, se devait de parler un grec parfait. Oui, et alors il y a des critères linguistiques également, un mot qui est jugé comme non homérique. C'est ça, il peut arriver que certains mots soient totalement étrangers au corpus et n'apparaissent que chez les poètes postérieurs. On en a pris un exemple tout à l'heure avec l'histoire du barbare. Je vous ai dit, barbare n'est mentionné qu'une seule fois chez Homère, et précisément pour cette raison, parce que c'est complètement étranger à la façon dont Homère peint les Troyens, et parce que le mot n'apparaît nulle part ailleurs chez Homère. Certains érudits alexandrins ont dit non, ce vers-là doit être condamné parce que Homère ne connaît pas la notion de barbare. Alors il y a également des passages qui contredisent des vers d'un autre chant. Oui, c'est un peu inévitable si vous avez un corpus hétérogène qui met bout à bout des épisodes qui ont été composés par des auteurs différents, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui a énormément gêné les érudits alexandrins, évidemment, parce qu'il fallait rendre son unité et sa cohérence à l'ensemble. Donc souvent, ces vers-là ont été soit modifiés, soit supprimés. Alors, tous ces travaux d'érudits nous ont été transmis au fur et à mesure des différents siècles du Moyen-Âge, et nous possédons un manuscrit exceptionnel, mais c'est surtout pour l'Iliade, le manuscrit qu'on appelle le Vénétus A, qui date du Xe siècle. En effet, donc c'est un manuscrit d'origine grecque qui est arrivé à Venise au XVe siècle dans les valises de Bessarion. Et c'est un manuscrit absolument extraordinaire. D'abord, il est magnifique. Du point de vue de la facture, c'est un manuscrit extrêmement précieux. Et il comprend le texte de l'Iliade et il comprend notamment tout un corpus de scolies. Il ne reste pas un centimètre libre sur les pages. C'est écrit absolument partout. Et ces scolies sont notre première source, justement, en ce qui concerne l'édition d'Aristarque, la critique qu'a faite Aristarque et aussi les éditions justement que Aristarque a comparé avec son texte propre, c'est-à-dire c'est par ces scolies qu'on connaît un petit peu les versions des cités dont on a parlé tout à l'heure, la version de Zénodote, la version d'Aristophane de Byzance, etc. Donc c'est notre source première pour l'histoire du texte de l'Iliade, pas de l'Odyssée, parce que évidemment on n'a pas de Vénétus A pour l'Odyssée, le manuscrit ne comporte que l'Iliade. On sait que pour l'Odyssée il y avait la même chose, mais simplement les textes sont perdus. Eh oui, d'accord. Alors les scolies, on peut dire que c'est un peu comme les notes de bas de page, non ? C'est exactement ça. C'est l'équivalent des notes de bas de page qui servent à expliquer et à expliciter
Donc aussi bien des explications linguistiques, quand on a des mots rares et difficiles, on donne un équivalent pour expliquer ce que ça veut dire en grec classique. Des scolies exégétiques pour expliquer que voilà, ça c'est une allusion à ceci et il faut le comprendre comme ça. Là c'est une allusion ou des renvois internes au texte, là c'est ce qui va se passer plus loin, donc c'est l'équivalent de la note CF supra ou CF infra. Et également donc des scolies critiques qui sont donc celles qui nous intéressent pour l'histoire du texte, où on dit dans telle autre version on trouvait quelque chose de différent. D'accord. Et alors au final, quel texte lisons-nous aujourd'hui d'Homère ? Un texte tout aussi composite que celui que les Grecs pouvaient connaître. La seule différence, c'est que nous avons conscience de ce caractère composite. Le texte que nous lisons aujourd'hui, c'est essentiellement le texte d'une version athénienne qui a été largement remaniée par les sophistes, qui est arrivé à Alexandrie, sur lequel Aristarque a travaillé et auquel Aristarque a mis la dernière main. Donc c'est en effet essentiellement l'Homère d'Aristarque que nous lisons. Parfait, merci beaucoup Madame Lefebvre. Je vous en prie. Ainsi s'achève cet épisode de Tétrapharmakos. Un grand merci Madame Lefebvre pour cet éclairage passionnant sur la transmission des textes d'Homère entre tradition orale et fixation manuscrite, mémoire vivante et travail des lettrés. Ces récits anciens qui ont traversé les siècles nous rappellent que la culture n'est jamais figée, mais sans cesse réécrite, transmise, ressuscitée à chaque lecture. Dans le prochain épisode, il sera encore beaucoup question d'Homère. Nous aurons le plaisir de recevoir Vinciane Pierre-Delforge, professeure au Collège de France, titulaire de la chaire Religion, Histoire et Société dans le monde grec antique. Elle viendra nous parler d'une notion aussi insaisissable que centrale, le daimon, ni Dieu, ni homme, ni tout à fait esprit. Que nous dit cette notion de l'âme, du destin et de l'altérité invisible dans la religion grecque, ce trait d'union entre les humains et les dieux. Rendez-vous dans 2 semaines et d'ici là, que votre quête de la connaissance soit fertile et votre curiosité intacte. Merci beaucoup Madame Lefebvre et au revoir. Merci à vous.